Pierre Bonnard n'avait pas un goût prononcé pour l'analyse d'un tableau. Il précisait même « Il serait vain de tout expliquer par une analyse colorimétrique ou harmonique. » Si l'analyse d'un tableau donne de la satisfaction, c'est le regard d'un tableau qui provoque l'émotion. Il y a peu de gens qui savent voir, bien voir, voir pleinement. S'ils savaient regarder, ils comprendraient mieux la peinture. 1867. La petite bourgade de Fontenay-aux-Roses, proche de Paris, voit naître Pierre Bonnard, fils d'Élisabeth Metzdorf et d'Eugène Bonnard, fonctionnaire civil au ministère de la Guerre. Sa première enfance se passe à Fontenay, au milieu d'agréables jardins de roses. Pierre et son grand frère Charles accueillent bientôt une petite sœur, Andrée. Paris est facilement accessible par le petit train d'Orsay. À 14 ans, Pierre dessine déjà les quais de la Seine. Doué pour le grec et la philosophie, il devient bachelier ès-lettres à 18 ans au lycée Louis-le-Grand. Sa vie est régulièrement cadencée par d'heureuses vacances familiales au Grand Lens, en Dauphiné, au Clos, où demeurent ses grands-parents. C'est dans cet environnement que Pierre Bonnard s'imprègne de la nature tout en bénéficiant d'une douce quiétude familiale. Sa mère, retirée au Clos, attentive à son penchant pour le dessin et la peinture, fait aménager un atelier d'où il pourra esquisser déjà quelques tableaux. Ne t'imagine pas que je vais arriver à Lens pour faire de l'enregistrement. Je vais apporter une cargaison de toiles et de couleurs et je compte barbouiller du matin jusqu'au soir. Il essaye de reproduire quelques sites austères et dessine les scènes qui l'entourent. Mais il préfère la nature vivante. Il croque un cheval, mais s'attarde sur les formes d'élégantes parisiennes. De retour à Paris, licencié en droit, puis avocat assermenté, il exerce à temps partiel et s'initie à la peinture à l'Académie Julian, située passage des Panoramas à Montmartre. Certes, depuis longtemps, j'étais attiré par la peinture et par le dessin, mais sans que cela fût une passion irrésistible, tandis que je voulais à tout prix échapper à la vie monotone. Il loue son premier atelier dans le quartier des Batignolles, rue Le Chapelet. Admis à l'école des Beaux-Arts, il côtoie quelques peintres. Surtout Vuillard, son ami de toujours. Ils sont tous impressionnés par une petite huile peinte par Paul Sérusier à Pont-Aven, sous la direction de Paul Gauguin. Ces coloris inattendus, largement mis à plat, stimulèrent ces peintres aventureux qui fondèrent le mouvement des nabis. Sa première affiche pour France Champagne lui rapporte 100 francs. Pour les nabis, l'art, jusqu'alors académique, devait pénétrer largement la société et sous toutes ses formes. Il entrevoit alors la possibilité de vivre de son art et attire sur lui l'attention de Toulouse-Lautrec, spécialiste de l'affiche et de l'illustration du Gai Paris. Bonnard prépare soigneusement ses tons, même pour un projet d'affiche. L'art japonais l'impressionne. Les formats en hauteur des kakémonos sont souvent adoptés pour des personnages très nabis, entourés d'arabesques décoratives. Les motifs imprimés sont à plat et leurs formes sont suggérées par de simples traits. Ses amis peintres le surnomment le nabi très japonard. En 1888, avec ses amis nabis, Denis et Vuillard, il partage un atelier 28 rue Pigalle à Paris. C'est pour eux l'occasion de travailler entre amis, loin des sentiers battus. Couleurs, harmonie, rapport de lignes et de tons, équilibre ont perdu leur signification abstraite pour devenir quelque chose de très concret. Son esprit indépendant se manifeste cependant.
Je ne suis d'aucune école, je cherche uniquement à faire quelque chose de personnel. Je n'invente rien, je regarde. Attentif aux enfants dans leur décor familial, Bonnard les décrit aussi dans leur environnement champêtre. Sa cousine Berthe Schedlin, qu'il courtise, est très japonaise. Elle est pourtant ondulante dans sa robe à carreaux droits. Dans cette partie de croquet au Grand Lens, elle regarde André, la sœur de Pierre, tenter un coup de maillet devant toute sa famille. Devant la maison du Clos, le tableau de famille des Bonnard est agrandi du couple opulent Prudhomme. À gauche, Claude Terrasse, musicien, époux de sa sœur André et leurs 5 enfants que Pierre chérissait. La famille Terrasse part s'installer à Arcachon. Pierre les rejoint et dessine le petit solfège illustré de Claude. Bonnard, qui vit à Paris, est attentif aux spectacles parisiens très variés. Mais il a bientôt le loisir de découvrir discrètement le petit monde parisien de la culture. Il participe comme illustrateur à la Revue Blanche, refuge d'intellectuels, d'artistes et de musiciens non conformistes d'opinions diverses et quelquefois opposées. Thaddée Nathanson dirige cette revue d'avant-garde, animée par son épouse Misia, égérie d'artistes et d'écrivains célèbres. À Valvin, la Grangette, demeure de Misia, est proche de la maison de Mallarmé. Debussy met en musique ses poèmes. Bonnard dessine Misia. Et Vuillard, qui semble plus épris, se penche sur Misia pour un subtil portrait de cette grande pianiste. En 1893, Marthe et Pierre se rencontrent par hasard dans Paris. Leur attirance est immédiate. Elle se présente Marthe de Méligny, mais son vrai nom est Maria Boursin. Cette cachotterie restera un demi-mystère. Peu importe, elle trouve un homme attrayant qui l'aide à sortir de son environnement familial et lui, une femme au corps gracile et fascinant qui inspirera ses innombrables nus. Une vraie passion s'installe et Marthe entre dans l'œuvre de Pierre. Le charme d'une femme peut révéler beaucoup de choses à un artiste sur son art. Bonnard commence à exposer à Paris au Salon des Indépendants à partir de 1891 et régulièrement jusqu'en 1947. Il participera également au Salon d'automne de 1903 jusqu'en 1946. D'autres expositions en France, à Paris, Lyon, Marseille, accueilleront ses œuvres. Claude Terrasse vient souvent au Grand Lens concevoir ses musiques sur ce piano. Vers 1896, la pièce Uburois du jovial Alfred Jarry a laissé sur ce piano les empreintes de leurs vers, pendant que Pierre Bonnard dessinait les décors et les masques. La joyeuse troupe se détendait ensuite, plus que de raison, au Café Brosse de la place, et Jarry finissait ses nuits dans le pigeonnier du Clos, placé providentiellement sur le chemin des retours difficiles. Ces illustrations des histoires naturelles de Jules Renard témoignent de l'intérêt que porte Pierre à la nature et aux animaux souvent présents dans ses tableaux.
Renoir et Bonnard font le portrait du galériste et éditeur Ambroise Vollard. Celui-ci commande à Bonnard les illustrations de Parallèlement, un ouvrage de Verlaine dont le titre ambigu sert à cacher un sujet trop posé pour l'époque. Il illustre de nombreux ouvrages comme plus tard Notes sur l'amour de Claude Hannay. Marthe et Pierre emménagent dans un nouvel atelier rue de Douai. Marthe apprécie moyennement la vie publique. Cela convient au caractère réservé de Bonnard. Pierre dévoile crûment et naturellement leur intimité. En 1900, ses chers amis peintres et Ambroise Vollard rendent un hommage collectif à Paul Cézanne. Cézanne était le peintre le plus puissamment armé devant la nature, le plus pur, le plus sincère. Vollard et Vuillard, observant la dextérité de Pierre à pétrir de la mie de pain, l'encouragent à faire de la sculpture. Bien dans la tradition des nabis, il diversifie volontiers son art. Accompagné de Vuillard, il part souvent en visite à l'étranger. C'est avec Maurice Ravel qu'il parcourt le Rhin sur le yacht de Misia, devenue la riche Madame Édouard. Transgressant le monde impressionniste, sa riche palette entre dans le monde décoratif pour la troublante Misia. Pierre s'installe quai Voltaire chez Misia pour exécuter une commande de 4 grands tableaux pour la décoration de son appartement. Je flotte entre l'intimisme et la décoration. On ne se refait pas. Pierre revient souvent à la nature, qu'il respecte sans lui faire de concessions. On parle toujours de la soumission devant la nature. Il y a aussi la soumission devant le tableau. Nous fûmes plus sévères dans la composition. Il y avait beaucoup plus à tirer de la couleur comme moyen d'expression. Vuillard, ami de Pierre et Marthe, est le seul peintre, hormis Bonnard bien sûr, à avoir réalisé un portrait achevé de Marthe. Marthe et Pierre s'éloignent de la ville et choisissent d'habiter à Montval près de Paris. Au fond de son jardin, Marthe découvre le goût de la nature. Absorbée par ses ablutions et ses toilettes fréquentes, elle est une proie facile pour Pierre qui fait l'apprentissage des subtilités de la photographie. Une esquisse griffonnée mémorise et caricature une attitude pour la finaliser patiemment ensuite. Ses qualités de dessinateur s'apprécient sur ses dessins finis. Rien de tel qu'un miroir pour accéder à la 3e dimension, voir de face sans être vu, et même voir derrière vous sans contorsionner l'image. Il y a une formule qui convient parfaitement à la peinture. Beaucoup de petits mensonges pour une grande vérité. À Montval, il est proche de Maurice Denis installé à Saint-Germain-en-Laye, où un musée est aujourd'hui érigé. Mais proche aussi de Mayol, autre ami nabi qui sculptait et dessinait sur son fameux papier à dessin mis au point à Montval. Depuis 1900, Bonnard expose dans les galeries parisiennes, principalement à la galerie Bernheim Jeune, avec laquelle Matisse signe un contrat de production formalisé, alors que Bonnard a un contrat tacite, mais des liens personnels privilégiés. Le croquis préparatoire du sujet principal de la loge des Bernheim montre le soin apporté à sa préparation. Quant à la troncature de la tête, renforce-t-elle le personnage principal ou dépassait-elle simplement
l'espace disponible. En 1911, dans la cité des Fusains, il aménage un atelier à Montmartre, 22 rue Tourlaque, atelier qu'il gardera jusqu'à la fin de sa vie. Il allait rituellement rincer ses pinceaux à la proche fontaine de son jardin. Combien d'œuvres a-t-il dû transporter dans son grand cartable ? À Paris, je suis un critique. Je ne peux pas y travailler. Il y a trop de bruit, trop de distractions. Je sais que d'autres peintres s'habituent à cette vie. En 1912, attirés par les bords de la Seine, c'est à Vernonnet, près de Vernon, qu'ils font l'acquisition de Maroulotte, au grand balcon blanc mythique. En bord de Seine, ce site protégé convient au goût de solitude de Marthe. Pierre s'imprègne de cette nature. Avec son vieil ami Claude Monet, proche de l'âge Giverny, il échange quelques visites. Matisse vient aussi à Vernon travailler et partager leurs convictions. D'autres lieux lui rappellent le Grand Lens de son enfance. Après les ambiances maritimes de la Manche et de l'Atlantique, il découvre la Méditerranée et rejoint souvent ses amis peintres dans le Midi, à Saint-Tropez et Cannes. J'ai eu un coup des 1001 nuits, la mer, les murs jaunes, les reflets aussi colorés que la lumière. Son ami, le galériste et critique Georges Besson, dont il fait le portrait, publie 2 articles élogieux dans les cahiers d'aujourd'hui et lui commande une lithographie de la place de Clichy et un grand tableau de la vue du café Le Petit Pousset. La guerre éclate. Son neveu Jean est blessé. Bonnard est envoyé en reportage de guerre. Il ne fera qu'un tableau resté inachevé, montrant dans un coin un vieil homme accablé sur des ruines. Son œuvre, ralentie par le désordre que la guerre entraîne, se poursuit néanmoins. À la demande des collectionneurs suisses Anne Hauser, il esquisse et peint L'été, un grand tableau décoratif. Bonnard, peu intéressé par l'aspect financier de son art, s'en remet à Josse et Gaston Bernheim qui feront pratiquement office de banquier. Marthe et Pierre séjournent ensemble dans des stations convenant à la santé fragile de Marthe. À l'inverse d'un miroir, la fenêtre invite l'extérieur dans le tableau. À l'exemple de Pierre, Marthe rêve de peinture. Formée par Louise Hervieux, elle expose en 1924 ses pastels à la galerie Druet sous le pseudonyme de Marthe Solange. Tout a très bien marché, le succès est venu nous payer de toute cette peine. L'effet des pastels dans l'exposition était plus impressionnant qu'à la maison, et notre Marthe Solange a supporté tout ce choc avec une solidité imprévue. Mais sa santé fragile vient plus tard contrarier ses projets. Pierre avait rencontré en 1918 la jeune et blonde Renée Monchatti, qui devient plus tard son modèle. Il part avec elle 15 jours en Italie en compagnie de son neveu Charles, laissant Marthe à Saint-Tropez au Loustallet, maison du peintre Manguin. Marthe s'est-elle montrée contrariée par la personnalité envahissante du jeune modèle ?
Pierre épouse Marthe le 13 août 1925 en présence de 2 simples témoins. Le mois suivant, René Montchâty, fragile et déçu, se suicide. La discrétion de Pierre est totale. Seuls ces tableaux porteront jusqu'à la fin l'empreinte de ce douloureux souvenir. Mais Pierre avait choisi de ne jamais dissocier Marthe de son œuvre. Bonnard, par l'esquisse du tableau, en résume l'esprit, sa composition, puis les décors s'installent, et enfin la couleur agit pour le faire vivre. Lucienne Dupuy de Fresnel, jeune femme de grande allure, fut un autre de ses nombreux modèles. La beauté, c'est la satisfaction de la vision. Le repos facilite leur séjour sur la Côte d'Azur, à Cannes et à Saint-Tropez. En 1926, Marthe et Pierre choisissent de se fixer sur les hauteurs du Canet. Ils acquièrent une maison qu'ils baptisent le Bosquet. Pierre reprend goût aux vues d'intérieur. L'acte de peindre exige une telle obéissance qu'il devient hypnose, qu'il nous arrache de notre personne au point que le temps et le monde qui nous entoure n'existent plus. Ces esquisses, dans lesquelles ses confrères avides de critiques voient de mauvais dessins, ne sont qu'un guide pour ses couleurs. Le principal sujet, c'est la surface qui a sa couleur, ses lois, par-dessus les objets. Je travaille pas mal, surtout dans le sens de la compréhension. On peut se noyer là-dedans, mais cela fait vivre. Une verrière apporte la lumière dans son atelier à 2 niveaux. Il punaise ses toiles sur le grand mur pour les peindre, en dépassant quelquefois leurs limites. Depuis sa fenêtre, sa vue plonge sur la mer au loin. Mais il reste sensible au charme de la ville. Membre du jury du prix Carnegie, il visite les États-Unis. Il rencontre Duncan Phillips, qui sera son principal collectionneur américain. De retour au Bosquet, il apprécie la visite de Matisse. En 1928, Bonnard offre une aquarelle emblématique du peintre Yonking au président Édouard Herriot
lors de l'hommage posthume rendu à Claude Terrasse. Herriot avait auparavant acquis une œuvre de Bonnard. À Paris, Pierre, fidèle en amitié, rend visite à son ami Vuillard. Marthe et Pierre s'évadent ensemble pour des lieux qui conviennent à la santé de Marthe. Il exprime sans concession humilité, désir et impuissance. Celui qui chante n'est pas toujours heureux. Mais il revient toujours au canet avec une envie de faire mieux. Il écrit à son ami Maurice Denis. La misanthropie de Marthe nous pousse à une vie à l'écart. J'ai le temps d'approfondir les questions de métier en peinture et je cueille mes olives. Bonnard remplit quotidiennement son agenda, du temps qu'il fait, de croquis de Marthe ou de scènes d'intérieur. J'ai tous mes sujets sous la main. Je vais les voir, je prends des notes, et puis je rentre chez moi. Et avant de peindre, je réfléchis, je rêve. Par exemple, il esquisse la route rose au pied du bosquet. Ou bien la baignoire où Marthe se délasse souvent. Les carreaux reflètent-ils les heures ou des saisons qui passent sur une Marthe insensible au temps? Comme Marthe, à l'abri du temps, on retrouve ce même vase moult fois dans ses tableaux. Ce vase, offert aux fidèles abonnés dauphinois du quotidien local, trônait sur la table de son enfance au Grand Lens, comme sur de nombreuses autres tables dauphinoises. Henriette Groll, peintre attachée à ses racines dauphinoises, a même appelé une de ses toiles le pot de Bonnard. « 1941, Mayol souhaite mettre à l'abri Dinah Vierny, son jeune modèle en rébellion avec l'occupant. Il la confie à Matisse et Bonnard. Elle pose pour Bonnard en s'étonnant de devoir être en perpétuel mouvement et non immobile. La peinture doit revenir à son but premier, l'examen de la vie intérieure des êtres humains. Mais Matisse et Bonnard lui reprochent tous deux de trop aimer le soleil. Son goût pour le naturisme éloigne sa peau du ton diaphane prisé par les deux peintres. Ce tableau, le nu sombre, n'est-il pas le fruit de l'insoumission naturelle de Dinah Vierny? Mais sa grande surprise vint des interminables silences de Bonnard, interrompus par un discours si poétique, il le ressemblait à Prévert, dit-elle. La guerre prend de plus en plus une ampleur qui peut représenter des années, et pendant ce temps-là, on est piétiné. Gisèle Belleux, très jeune peintre, est admise à travailler plusieurs années auprès de lui pour se perfectionner. Bonnard en fait le portrait. En retour, il accepte qu'elle fasse le sien. Il juge son travail plus par le regard que par la voix. Lui, Bonnard, c'était les couleurs, les nus, et sa technique à lui. Il avait une technique que personne n'a, évidemment. Une facture.
c'est pour ça qu'il est arrivé, parce qu'il avait une facture personnelle très bonne et très belle. Marthe décède en 1942. Bonnard se confie à Matisse. Vous jugez de mon chagrin et de ma solitude pleine d'amertume et d'inquiétude sur la vie que je puis mener encore. Le décès de ses amis Denis et Vuillard ajoute encore à son désarroi. En 1943, Jean Moulin installe à Nice la galerie Romanin, Romanin comme son nom d'artiste. Cette activité couvre ses nombreux déplacements et satisfait sa passion pour les arts. Des œuvres de Bonnard et Matisse sont entre autres exposées lors du vernissage inaugural de la galerie. Aimé Mag et son jeune fils Adrien accueillaient souvent Matisse et Bonnard à Vence. Ils reçurent aussi Jean Moulin. Jean Moulin projetait avec Colette Ponce, directrice de la galerie Romanin, de rédiger une biographie de Bonnard. Monsieur Adrien Mag se souvient qu'en enfant il côtoyait Bonnard à Vence. Il jouait simplement comme un grand-père qui ne l'impressionnait pas. Pour orner l'église du plateau d'Assy, le père couturier, ancien élève de Maurice Denis, sollicite des artistes contemporains. Bonnard se penche sur la vie de saint François de Sales et se rappelle le dévouement de son neveu Jean, médecin mort de la tuberculose, après avoir créé les sanatoriums de ce même plateau d'Assy. Bonnard peint un saint François de Sales au visage ressemblant à celui de son ami Vuillard. Lorsqu'on vient prier dans une chapelle, on se sent dans un état particulier. Des circonstances graves et exceptionnelles peuvent vous y avoir conduit. 25 ans après sa création, il retouche le tableau de René Montchâty. Au centre, Renée rêveuse et Marthe attentive dans un coin. Un regret ou des remords? Pour ses dernières œuvres, reprises 6 ans après leur ébauche, il retrouve sa joie et sa foi dans la nature. J'ai vu aujourd'hui le premier amandier en fleurs et les mimosas commencent à faire des taches jaunes. Le jaune de ces mimosas éclate, entaché d'un bleu très froid pour le ciel lointain. Le cadrage a gardé une rigueur photographique. Un visage discret esquissé dans un coin du tableau observe. Vu de la fenêtre de sa chambre, l'amandier en fleurs a été sa dernière œuvre, retouchée avec l'aide de son neveu Charles. Qualité, Bonnard lui a demandé un tube de jaune et un pinceau et a remplacé le vert du pied de l'arbre par son jaune préféré. Peu après, Pierre Bonnard décède au Canet, le 23 janvier 1947. Ses œuvres ont aujourd'hui pris place dans les plus grands musées du monde. Des institutions étrangères ont honoré son travail en le faisant membre de leur académie. Si beaucoup de villes en France conservent et exposent ses œuvres, de nombreuses expositions internationales prestigieuses les ont également accueillies. En créant le musée Bonnard proche du Bosquet et près du cimetière où Marthe et Pierre reposent, la mairie du Canet et les musées de France créaient un musée qui manquait au patrimoine des arts. Pierre Bonnard a conservé son atelier rue Tourlaque à Montmartre jusqu'à la fin de sa vie. En 1927, il acquiert la villa du Bosquet au Canet. Cette demeure isolée était à son image, aménagée sobrement. C'est là qu'il créera, et jusqu'à sa mort, des œuvres au fait de son art. C'est un bonheur pour tous de voir cette maison familiale classée avec son jardin monument historique et que celle-ci soit associée à la création d'un musée Pierre Bonnard au Canet. Les innombrables livres publiés sur les œuvres de Bonnard témoignent de l'intérêt que lui porte le monde des arts. J'espère que ma peinture tiendra sans craquelure. Je voudrais arriver devant les jeunes peintres de l'an 2000 avec des ailes de papillon. Et ce n'était que le souhait d'un artiste
à l'humilité et à la modestie légendaire et dont la modernité et les couleurs ont pris place entre impressionnisme et abstraction. Mes premiers tableaux ont été faits avec plus d'instinct, les autres avec plus de science peut-être. L'instinct qui supplée à la science peut quelquefois être supérieur à la science qui supplée à l'instinct.